Grand 4, le fondé des démocraties. La séparation des pouvoirs. La séparation de l'exécutif, du législatif, du judiciaire constitue le fondement des États démocratiques. C'est-à-dire que le citoyen est amené à donner son avis. En France, nous sommes dans un pays de droit écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime et de sanctions sans qu'il y ait de loi. Ainsi, tout citoyen est en mesure de savoir à quoi il s'expose lorsqu'il agit. La Constitution est au centre de la démocratie en France. Elle ne peut être modifiée par une personne ou par un groupe minoritaire. Toute modification nécessite un nombre défini de députés. N'oublions pas le quatrième pouvoir, le pouvoir des médias aussi. « 41. 42. Le droit subjectif. Le droit subjectif, 42. Grand A. Définition. Attribuons à une personne d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire. Grand B. Notion de sujet de droit. Personne possédant le droit. A. Personne physique. Une personne physique dispose de droits de sa naissance jusqu'à sa mort, dit-on. B. Personne morale. Les personnes morales regroupent par exemple les associations qui bénéficient de certains droits. Ces droits sont attachés au sujet et à la personne. C. Capacité juridique. La capacité juridique et la capacité à pouvoir mener une action en justice ou la capacité à pouvoir mener un contrat. La capacité juridique s'acquiert alors à l'âge de 18 ans si les personnes concernées ne sont pas placées sous tutelle ou curatelle. D. Exception sur la définition de la personne physique ayant droit. Arrêté Perruche. La justice a accordé le droit de réparation à l'enfant pour une faute médicale réalisée alors qu'il n'était pas encore né. Grand C. Les droits attachés à la personne. On distingue deux types de droits attachés à la personne. Petit a. Les droits patrimoniaux. Ils ont une valeur monétaire, entre autres. C'est par exemple le droit de la propriété, mais aussi le droit de la réparation en cas d'incapacité de travail suite à une erreur médicale. Petit b, les droits extra-patrimoniaux. Ils ne peuvent pas être évalués financièrement. C'est par exemple le droit à la dignité de la personne, les droits de l'homme, le droit de la protection des espèces animales, le droit des enfants, le droit politique, le droit à la famille, le droit à la personnalité, le droit d'intégrité physique, le droit du respect de la vie privée, loi du 4 mars 2002, le droit à un procès équitable, le droit à un procès dans des délais raisonnables. 45. Les usagers, clients des soins. 45. La maladie et la terminologie. La notion d'usager, de client, forme toute la terminologie permettant de nommer le malade. Grand 1. Les changements de statut du malade. Depuis le 19e siècle, on est passé de la dénomination du malade à celle de patient à usager et d'usager à client. Depuis quelques années,
il est souvent question du malade citoyen, ou du patient citoyen, ou du client citoyen. L'ensemble de ces termes est fréquemment utilisé. La modernisation de la médecine est introduite au XIXe siècle. Le malade, comme personne, disparaît progressivement derrière le signe et l'agent de la maladie. Grand A, le malade dossier. L'examen des organes, des seuls symptômes et l'effacement progressif de la personne ont traduit ce que l'on pourrait appeler le malade dossier, qui s'en est fait bien inscrit dans le modèle de la fonctionnement de l'hôpital moderne. Les soins en ville se sont spécialisés et rationalisés autour des organes, des actes et des tâches. Le malade dossier est en position d'infériorité par rapport au professionnel. On a beaucoup dit qu'il était de même dépossédé de lui-même face à une asymétrie d'information entre le médecin et lui-même, à l'opacité de ce qui est dit et qui ne lui permet pas de voir que très approximativement l'utilité de ce qui lui sera fait. Historiquement, le déséquilibre de la relation entre malade et le médecin a été accentué, ce qui explique sans doute le succès du cas de patient, accentué notamment par un retard systématique du médecin, qui insistait symboliquement sur la situation de dépendance du patient. Un professeur de rhumatologie, CAM, nommé en 1997, conciliateur du groupe hospitalier de Bernard à Paris, dit ne pas aimer ce terme de conciliateur. Il préfère celui de médiateur. Dans sa réflexion tenue sur la place des usagers dans le système de soins à l'espace éthique de Paris, il rend bien compte de quelques lignes du déséquilibre de cette relation. Il se souvient d'une expérience de plus de 50 ans. La consultation de chirurgie était faite par 3 jeunes externes nommés au concours, dont lui, chargé des patients qui avaient le droit de se taire. En préparant le 150e de APAP, Assistance publique hôpitaux de Paris, à l'hôpital, le surveillant affirme avoir trouvé en 1952 le grand patron, et il illustre parfaitement les non-droits des malades. On voit Pierre Trenet s'intéresser aux pieds d'un malade dont il ne connaît pas même le sexe. Il y a donc toujours celui qui accepte. Un patient voulant faire valoir ses droits est traité de revendicateur. Il a toujours eu à cœur de démontrer que la revendication de ses droits est parfaitement normale. Il a mis sa pensée en acte en évoquant qu'il y a 42 ans, à l'hôpital Saint-Louis, des journaux de dermatologie regroupaient des malades nus. Une journaliste a fait son enquête et a rédigé un article. Le directeur général, informé et surpris, a alors ordonné la suppression de ce type de présentation. Cette prise de position que l'on peut qualifier d'éthique dans le sens de respect de la dignité des patients doit être quelque chose présent à notre esprit, avec la dénonciation récente des conditions de soins déplorables par des personnes sur d'autres. Grand B, les usagers. Il est utile pour comprendre les enjeux de cette terminologie de savoir que l'on assiste depuis bientôt 40 ans à l'émergence d'un nouvel acteur dans les débats sur les systèmes de santé et sur les systèmes de soins. Il s'agit des usagers. Comment les usagers occupent-ils de plus en plus de place, parfois seulement officieusement, dans les établissements de santé et dans les dispositifs de régulation hospitalière? Le terme d'usager renvoie davantage au service public. L'introduction de la participation des usagers dans le système de santé
se différencie de celle dans le système de soins. Dans le système de santé, cette introduction s'est faite au cours d'états généraux de la santé. Dans le système de soins, l'introduction officielle des usagers s'est faite par la rentrée de conseils scientifiques de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, l'ANAES, à la fin des années 1990, par l'entrée dans le conseil d'administration des organismes. Indéniablement, une volonté politique nouvelle donnerait aux usagers un rôle face aux professionnels de santé et aux gestionnaires pour indiquer que l'usager servirait ainsi la logique démocratique contre les logiques professionnelles et contre les logiques technico-administratives trop corporatistes. Dans différentes instances des systèmes de soins, tout est presque à faire pour que s'exerce une véritable démocratie. Grand C, le malade acteur. Les notions de champ en sociologie est une notion très souvent utilisée renvoyant aux univers sociaux dont les règles sont loin d'être immuables, règles qui sont elles-mêmes un enjeu de lutte. L'identité de l'usager est abordée sous les traits d'une autre appellation, le malade acteur, comme acteur individuel des pratiques de soins. Cette quantité de l'usager est pluridimensionnelle. On prend de plus en plus compte le pouvoir de cet acteur, l'usager, notamment autour de la notion de concluante, manière d'adhérer ou pas à un traitement, au dispositif mis en place pour soulager un patient. L'acteur, l'usager, est donc organisé généralement par le biais de l'association de regroupement collectif. Grand D, le malade client. On entend de plus en plus le terme de client. Le marché de la santé en France est atypique, car il allie les principes d'un système libéral sur les principes d'un système qualifié de socialisé. La prise en compte de ces deux systèmes est importante pour cette réflexion menée sur la place d'un usager dans le système libéral. Le choix libre des praticiens par le patient a, lui, des conséquences financières. Le système socialisé regroupe les hôpitaux, les dispensaires et plus généralement les centres de soins. On a longtemps pensé que dans ce système, en contrepartie d'une couverture intégrante des dépenses, le libre choix du malade serait refusé totalement ou partiellement. Le patient considère que peut-être cette médecine dite gratuite serait de moins grande qualité qu'une médecine payante peut-être. Donc, dans le cas d'un système socialisé, le report des coûts sur la sécurité sociale semblerait évacuer toute discussion entre le malade et le médecin sur la question du paiement des actes. Le recrutement des malades est un enjeu de taille pour les praticiens du secteur privé et pour les responsables des établissements publics qui sont confrontés aux évolutions des techniques médicales raccourcissant les durées de séjour et l'occupation des lits. L'équipe médicale qui intensifie les activités médicales et l'usage des plateaux techniques se pose de plus en plus clairement le problème de surcapacité des recours aux soins. Il paraît nécessaire de reconnaître cet usager client de l'ensemble des systèmes de soins, mais pas encore des changements économiques. Apparaît donc une mise en concurrence des hôpitaux publics entre eux. Grand E, l'usager citoyen. Cette appellation a permis de s'interroger sur la place et le rôle de cet usager dans le problème de soins et la régulation sanitaire, l'usager citoyen. Elle renvoie à la part des usagers